Bon, j'espère que, comme le docteur Jacques, vous êtes bien installé confortablement pour cette nouvelle conférence. Et je vous propose d'introduire tout doucement la thématique de ce soir. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à ce nouveau rendez-vous Échangeons ensemble. Que l'on vienne d'apprendre le diagnostic ou que cela fasse déjà quelques mois que l'on est en traitement, de nombreuses questions se posent autour des relations que l'on a et que l'on entretient avec ses proches. En effet, tout au long du parcours de soins, le cancer peut impacter de manière plus ou moins significative l'entourage, son conjoint, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, et que ce soit le cercle familial, amical, social ou professionnel, les relations que l'on entretient avec les proches s'en retrouvent souvent transformées. Nous nous retrouvons bousculés par la maladie dans notre chair, personnellement, intimement, et c'est déjà un choc en soi. Mais il faut aussi accepter que les proches s'en retrouvent également ballottés, sans forcément savoir quoi faire, quoi dire, comment être présent et trouver sa place juste à nos côtés. Comment mieux appréhender l'impact du cancer sur les relations familiales et avec les proches? Voilà le sujet qui nous réunit tous ensemble ce soir. Le principe est le même depuis quelques mois déjà, interagir avec vous, patients et patientes de notre communauté résilience et converser avec nos experts. Donc, moi, je me présente, Anne-Sophie. J'ai cofondé une association de patients pour les 13-30 ans atteints de cancer en 2013. Je suis engagée depuis plus de 10 ans sur les sujets de patients, de maladies chroniques et d'oncologie. Et donc aujourd'hui, je ne me base pas uniquement sur ma seule expérience personnelle. Je parle au nom de milliers de retours que j'ai pu collecter sur le chemin depuis une douzaine d'années. À mes côtés pour ces rendez-vous, j'ai la chance d'avoir mon binôme préféré, notre docteur Fanny Jacques, psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse digitale sur la santé mentale et a rejoint il y a 2 ans Résilience pour travailler sur les problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne Sarah et Lucie qui seront également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat auxquelles nous répondrons toutes les deux. Petit avertissement, merci d'éviter les questions concernant particulièrement votre parcours de soins personnel, étant donné qu'on est sur une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie chat en bas de l'écran et je les partagerai au fil de la conversation. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques petites questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Merci Anne-Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais pas plus me présenter, tu l'as déjà tout à fait bien fait. Donc effectivement, je suis la psychiatre, moi, de la bande. Je travaille sur la santé mentale auprès des patients atteints de cancer et notamment sur des programmes de soins de support digitaux, par exemple sur la fatigue ou sur l'anxiété ou sur des symptômes psychologiques qui peuvent advenir pendant ou après la maladie. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec la problématique de ce soir, et enfin, en tout cas, moi, elle m'intéresse particulièrement en tant que médecin parce qu'elle va vraiment toucher le patient en tant qu'humain, puisque le patient, ce n'est pas qu'un patient, c'est aussi un être humain. Et ça va vraiment le toucher, je trouve, tout le long de son parcours de soins. Ça va commencer à l'annonce du diagnostic. Comment est-ce qu'on fait pour annoncer le diagnostic à nos proches? Enfants, conjoints, famille, travail, amis, etc. Et puis après, il y a la chirurgie, le plus souvent, les traitements actifs. Et puis là, on va avoir des effets indésirables des traitements. Donc, comment on fait pour gérer ces effets indésirables par rapport à nos proches quand on est très fatigué, quand on est triste, quand on est nerveux, également les symptômes physiques comme la perte de cheveux, une cicatrice. Tout ça, c'est
complexe de gérer ça avec notre entourage. Et puis, tout au long, pour le coup, du parcours de soins, il va y avoir vraiment une organisation de vie différente, des changements, des projets qui vont finalement ne pas se faire ou se faire différemment. Donc, comment gérer ça également. Et puis, en fait, même après la maladie, on a en rémission tout ce travail autour de la peur de la récidive, l'entourage qui va avoir l'envie que la vie reprenne son cours comme avant, ce qui n'est pas toujours évident, loin de là, pour le patient. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que cette question de l'entourage, de l'aidant, elle est centrale parce que du jour de l'annonce jusque finalement, voilà, pour toute la vie, ça va être un sujet qui va être en perpétuel remaniement à cause de la maladie du cancer. Merci Fanny. On avait quelques petites questions qui nous ont été envoyées en amont de ce live. La première, c'est Jeanne qui nous a écrit pour nous dire comment répondre aux paroles maladroites, possiblement inconscientes et irréfléchies de nos proches. Du style, t'inquiète, c'est un petit cancer, ça se soigne bien maintenant. Dans 3 mois, tu seras à nouveau sur pied. Ou bien, t'inquiète, les cheveux, ça repoussera vite, tu verras. Alors qu'elle a les cheveux longs, elle, et que toi, t'as la tête rasée. Voilà, comment avez-vous des conseils simples à appliquer pour faire comprendre notre réalité de patient sans être blessant, violent ni culpabilisateur? Je commence, Anso? Vas-y. Mon premier conseil à la lecture de ce qui nous dit Jeanne, et elle le dit d'ailleurs tout à fait bien, ce sont des paroles qui sont maladroites, irréfléchies, mais qui finalement partent d'une bonne intention. Et finalement, c'est censé être bienveillant, c'est censé être rassurant. Quand on vous dit les cheveux, ça repousse, c'est un petit cancer, dans 3 mois, tu seras sur pied. Tout ça, c'est positif. Mais, comme je le dis souvent en oncologie, il faut pas être négatif, mais il faut pas être positif non plus. Il faut juste essayer d'être objectif, optimiste. Et des pensées trop positives qui ne sont finalement basées sur aucun fondement réel ou scientifique, en effet, vous avez raison, Jeanne, ça peut agacer. Donc, la première chose, mon premier conseil, c'est de, malgré tout, toujours bien garder en tête que ce ne sont pas des paroles malveillantes. Elles partent d'une bonne intention, elles sont bienveillantes, elles ont pour objectif de vous rassurer, mais elles sont quasiment contre-productives. Donc, mon deuxième conseil, Jeanne, c'est que finalement, dès l'annonce de la maladie, c'est pas toujours évident, mais peut-être mettez-vous d'accord avec vos proches sur ce que vous avez envie d'entendre et de ne pas entendre. Peut-être que vous pouvez leur dire, moi, j'aimerais bien avoir un peu le lead sur ces conversations. Je vous dirai si j'ai envie qu'on parle de la maladie ou pas. Je vous dirai si j'ai envie de recevoir des conseils ou pas. Mais si je vous fais pas signe, ne m'en parlez pas parce que la maladie, elle est différente. Il y a autant de patients malades que de maladies. Chaque cas est différent et prendre vos conseils, ça ne met pas forcément d'une grande utilité. Je pense qu'il faut vraiment faire le point en amont, le plus vite possible, avant même que les paroles ne sortent de la bouche de ceux qui sont bienveillants pourtant. Il faut le dire que vous n'avez peut-être pas particulièrement envie d'entendre ci, d'entendre ça. Et puis, troisième conseil, si néanmoins c'est le cas, si on veut, on vous le dit, ça va repousser, dans 3 mois tu seras sur pied, etc. Eh bien, essayez d'utiliser les méthodes. Alors, il y a une super méthode d'affirmation de soi. Je vous la donne, petit tips. Ça s'appelle le DESC. D pour description, E, émotion, S, solution proposée et C, conséquences positives. Je fais très vite, mais je vous explique. Donc là, par exemple, Jeanne, description de la situation, ça serait « Tu me dis que de ne pas m'inquiéter parce que les cheveux, ça repousse vite. » Émotion ressentie, c'est très gentil de ta part, je sais que c'est bienveillant, mais finalement, moi, ça m'angoisse et ça me rend triste parce que ça me met face à mon statut de malade. Solution proposée par Jeanne, la prochaine fois, moi, j'ai pas tellement envie qu'on aborde mes symptômes. Tu es mon amie, donc je veux que tu me traites comme une amie. Propose-moi d'aller au cinéma ou d'aller boire un café en terrasse plutôt qu'on parle de nos histoires de cheveux parce que je sais que tu veux être bienveillante, mais moi, ça me pète. Conséquences positives,
Et bah comme ça, finalement, tu me sortiras de mon quotidien de patiente, tu me feras penser à autre chose et ça sera bien plus sympa pour les deux. Voilà, donc cette méthode d'affirmation de soi, DESC, elle fonctionne à tous les coups pour la vie de tous les jours. Je suis assez alignée avec toi. Je pense qu'effectivement, il y a très, très, très rarement une intention malveillante dans les propos qui sont tenus, surtout quand ça vient de vos proches et des gens qui vous aiment autour de vous. Euh, Moi, je me suis rendu compte par expérience que quand ça m'est arrivé d'être confrontée à ces réflexions-là, c'est des gens qui avaient peur du silence, qui avaient peur des temps où il y a rien qui est dit dans la conversation. Et donc, comme s'ils voulaient remplir le vide, mais du coup, ils remplissent avec des choses qui sont très maladroites. Et puis c'est aussi une manière de se rassurer eux-mêmes en vous disant ça. C'est un petit cancer, les cheveux, ça va repousser. C'est peut-être que c'est des choses où ça leur fait tellement peur et c'est déjà des changements qui leur paraissent tellement énormes, eux, à leur échelle à eux, que de vous dire ça, c'est une manière de se rassurer, eux, de se dire, bon, bah non, en fait, c'est pas si grave, c'est pas si. Et donc, voilà, comme disait Fanny, ça fait vraiment partie des maladresses involontaires. Alors, je sais que moi, sur le moment, quand on me faisait notamment des réflexions sur les cheveux et sur l'apparence physique, j'avais envie de mettre mon poing dans la gueule à certaines personnes. Je ne l'ai jamais fait, heureusement. Mais effectivement, je trouve que du coup, la méthode que propose Fanny de DESC, c'est une manière effectivement de rester factuel et d'expliquer, ben, en fait, là, juste, on peut éviter le sujet ou juste pas en parler parce qu'en fait, c'est pas adapté et ce que tu dis, en fait, me fait pas du bien, mais changer de sujet ou inviter à parler d'autre chose ou recentrer la conversation sur autre chose, juste pour effectivement éviter les sujets qui, pour vous, sont difficiles à entendre ou juste si l'adresse vous agace. Et après, chacun a un peu aussi son franc-parler. Certains arriveront à trouver une pirouette à l'humour, enfin voilà, de trouver une manière de tourner les choses au rire et de faire comprendre que c'était peut-être pas hyper adapté et qu'on peut passer à autre chose. Moi, j'ai pas ce talent-là, donc du coup, je changeais de conversation et je passais sur d'autres sujets. Mais en tout cas, trouvez quelque chose qui est juste pour vous et rappelez-vous que c'est effectivement quelque chose qui est toujours quand même bienveillant, juste la maladresse humaine en fait. Et quand on est patient cancer, on a tous vécu au moins une fois ce type de maladresse. Il faut aussi se rappeler que les gens sont humains et que les gens sont aussi démunis face à cette annonce, que c'est nous qui vivons dans notre chair et donc c'est nous qui faisons face à tous les impacts physiques et émotionnels que ça provoque. Eux, ils ont aussi un impact émotionnel. C'est aussi des gens qui peuvent aussi se sentir pas incapables, mais impuissants. Et donc, essayer de trouver des mots, même si c'est maladroit, ça peut être une manière pour eux de soutenir. C'est ce que dit Sonia finalement, là ça rejoint ce que dit Sonia dans le chat. Pourquoi lorsque nous annonçons la maladie à des amis, on a l'impression qu'elles ont surtout peur de l'attraper? Je pense que c'est pas tout à fait ça, mais je comprends tout à fait ce sentiment, Sonia, et je pense que c'est exactement ce que tu disais. L'être humain reste humain, un peu égocentré, et dès qu'on lui dit quelque chose, si on est une femme et qu'on a 60 ans et qu'on raconte à une amie qui a elle-même 60 ans, et forcément, elle va se projeter sur elle. C'est pas une idée de contagiosité, mais c'est plus se dire moi aussi je suis une femme, moi aussi j'ai 60 ans, oh là là, ça pourrait m'arriver. On projette sur soi, mais ça, toute forme d'expérience, au-delà de la maladie, c'est assez humain. Et je pense qu'en fait, c'est juste, elles ont peur pour vous. Elles ont peur pour vous, elles savent pas comment elles vont gérer par rapport à vous, et ça donne ce sentiment qu'en effet, elles ont peur de l'attraper. C'est bien sûr plus complexe que ça, mais ça, j'imagine que vous le savez, Sonia. Et effectivement, l'annonce de la maladie peut avoir des répercussions sur notre cercle amical, avec un cercle qui va peut-être un peu s'éclaircir ou qui va peut-être être moins présent. Je pense on a tous un vécu, on est la somme de nos expériences et tout le monde ne réagit pas de la même manière face à la maladie. On ne sait pas non plus, enfin voilà, même si des amis, je ne sais pas quel niveau de proximité vous avez, quel niveau de confidence vous avez, mais peut-être que des proches sont décédés du cancer ou peut-être que quelqu'un par ailleurs dans leur entourage est malade. Enfin, il peut y avoir plein de raisons X ou Y qui font que ces personnes vont d'un coup être peut-être un peu moins présentes parce que peut-être qu'elles se sentent pas outillées, peut-être qu'elles se sentent juste en peur. Alors oui, il peut y avoir la peur de l'attraper, même si je pense que aujourd'hui on parle quand même assez du cancer pour savoir que c'est pas une maladie qui s'attrape, que c'est avec des déclencheurs qu'on n'identifie pas aujourd'hui, mais je pense que cette crainte-là, elle est peut-être au départ, mais une fois qu'on en parle, elle peut s'estomper. En revanche, effectivement,
même voilà par la rencontre de nombreux patients et même personnellement, il y a des gens qui, bah, en fait, si on est à l'hôpital, ils veulent pas venir parce qu'ils ont juste un mauvais vécu avec l'hôpital ou qu'ils ont été voir des proches qui étaient très malades et ça les a ça les a marqués. Et donc voilà, encore une fois, on n'est pas forcément conscient de tout ce que vit l'autre. On est conscient de ce qu'on va lui annoncer. Donc, effectivement, vous leur avez annoncé que vous étiez malade. Après, c'est libre à chacune de pouvoir réagir et de pouvoir être présente. Vous pouvez aussi leur dire, bah, en fait, en individuel, peut-être les appeler ou leur envoyer un message en disant, bah, t'es moins présente, tu me manques, voilà, sans forcément faire un reproche, mais de dire, bah, comment tu vas, prendre des nouvelles et puis faire comprendre que vous aimeriez passer du temps avec. Après, vous avez dit ce qui est juste pour vous, ce que vous ressentez, vos émotions, qu'elles vous manquent. Mais après, la balle est dans leur camp et c'est à elles de pouvoir s'en saisir ou non, de vous expliquer ou non. Mais au moins, vous serez libérés de ça et ce sera plus une charge ou ce sera plus une interrogation dans votre tête, en fait, quelque part. Fanny, je sais pas si je dis ce qu'il faut, mais Parfait. voilà. Et j'espère que du coup, ça répond en partie à la réflexion que vous nous avez partagée, Sonia. On avait reçu également un message de Pierre qui nous disait comment donner un rôle à nos proches impuissants qui aimeraient pouvoir être présents, nous aider, nous soulager. Est-ce que vous avez des conseils, que ce soit pour des adultes, des ados et des enfants? Hyper intéressant ça, Pierre. C'est un sujet assez vaste. On n'a pas le temps d'y répondre entièrement. Alors, je vais essayer de me mettre les idées au clair. Il faut vraiment que vous vous disiez, pareil, Pierre, que c'est vous le pilote là, de l'avion et que le reste de vos proches, ce sont les copilotes, mais c'est vous qui êtes aux manettes et donc c'est un peu vous qui décidez. Vous êtes le commandant de bord sur cette équipe. Et donc, en fait, je pense que déjà, il faut être hyper clair et communicant sur ce qui vous arrive. Alors évidemment, on parlera peut-être, on n'utilise pas forcément les mêmes mots lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'ados ou d'adultes, la même façon de décrire la situation, etc. Mais néanmoins, si vous avez des nausées, des vomissements, si vous avez perdu du poids, si vous êtes très fatigué, ce qui est un symptôme vraiment très très fréquent pendant la maladie, si vous avez des douleurs après une chirurgie, etc., avec vos mots et à vos proches, vous pouvez l'expliquer. Et partant de là, vous allez finalement leur donner des petites missions adaptées encore une fois à leur âge, à leurs compétences, pour les inclure vraiment avec vous dans ce parcours. Par exemple, je ne sais pas, une idée toute bête sur le symptôme de la fatigue. Si vous êtes fatigué, Pierre, eh bien, tous les jours, vous allez dire à votre entourage, moi, entre 0 et 10 étant un niveau de fatigue hyper élevé, aujourd'hui, je suis à 7. Voilà. Donc, comme ça, tout le monde sait que vous êtes à 7 sur 10. Vous collez le 7 sur votre frigo. Et du coup, chacun va pouvoir adapter la petite liste de choses à faire. Pierre, il est à 7. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est peut-être moi qui vais prendre le sujet des courses, moi qui vais aller récupérer les enfants à l'école. Vous faites une sorte de partage des tâches adaptées aussi aux personnalités. Celle qui aime les enfants ira chercher les enfants à l'école. Celle qui est rigoureuse vous fera les comptes. Celui qui est cordon bleu fera un petit coup la cuisine ou les courses. Voilà, essayez d'adopter ça en fonction des affinités des uns et des autres. Et vraiment, vous vous posez, vous faites des conseils de famille réguliers où vous faites finalement une petite liste de tâches en disant voilà, moi, ce qui m'aiderait, si j'ai un gros niveau de fatigue, plutôt ça. Quand j'ai un petit niveau de fatigue, plutôt ci. Toi, tu es fort en gestion administrative, donc tu vas prendre les papiers. Toi, tu es fort parce que tu es rigolo. Alors, une fois par semaine, on va aller boire un café et tu vas me raconter des histoires un peu sympas. Vous vous faites comme un petit tableau. Et vraiment, je pense qu'en fait, votre entourage, il sera super ravi. Mais pour ça, il faut être clair, il faut communiquer sur vos symptômes, sur votre morale du moment, sur votre état physique et psychologique. C'est hyper important. Mais votre entourage, il se sent terriblement impuissant, vous l'avez dit. Ils sont plus acteurs. Donc, c'est à vous de leur demander. Et pour ça, il faut oser demander des services. Tout en se mettant d'accord. Il y a peut-être le burn-out des aidants, ça existe aussi. Donc, il faut bien sûr regarder les limites de ce qu'ils peuvent et de ce qu'ils ne peuvent pas accomplir et ne pas être offusqué si parfois ils vous disent non. Les personnes qui vous aident,
elles sont bien portantes et il ne faut pas qu'elles aient honte d'être bien portantes. Donc ça, c'est aussi hyper important de bien leur dire. Évidemment, tu es autorisé de partir en week-end. Évidemment, sors sans moi ce soir. Moi, je suis crevée, etc. Mais tout ça, pour moi, c'est vraiment finalement une gestion d'une petite entreprise qui prend un nouveau tournant pour un certain temps. Donc, comment est-ce qu'on fait cette gestion de tournant pour un temps? Donc, on se pose tous ensemble et on en parle. Ouais, je pense que c'est effectivement, d'abord, ça doit venir de vous, d'exprimer ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Je sais que quand on tombe malade, on n'arrive pas forcément à se projeter, en tout cas dans l'avenir, et donc c'est un peu du jour après jour, au quotidien, que les envies sont pas forcément là, qu'on perd le goût, que le corps change dans plein d'aspects différents, mais on peut quand même arriver des fois à identifier ce dont on a envie sur le moment ou ce dont on a besoin. Je sais que l'outil WhatsApp est souvent très utilisé dans des espèces de chaînes à plusieurs où, en fait, si un jour vous avez envie de fraises, par exemple, moi, je sais qu'il y a un moment pendant mes traitements, j'avais envie de fraises et j'avais eu le malheur de le dire, j'avais le malheur, entre guillemets, de le dire à ma maman qui était de passage dans ma chambre. Et ben, les 3 jours qu'on suivi, toutes les personnes qui sont venues me voir à l'hôpital avaient des saladiers de fraises. On était en janvier. C'était complètement illogique. Mais comme quoi, le peu d'envie et le peu de choses qui nous font plaisir, qu'on exprime, peuvent aussi être saisis par effectivement nos proches parce que, comme dit Fanny, et comme l'exprime Pierre dans son message, tout le monde se sent un peu impuissant autour de nous et donc tout ce qui va pouvoir nous apporter du mieux-être, c'est quelque chose dont ils vont se saisir. Et je pense que après c'est libre à chacun de se saisir et d'y répondre à vos besoins. Mais je sais que par exemple cuisiner, se balader ensemble, faire une activité manuelle simple, écouter de la musique ensemble, regarder un film, partager vos photos de voyage ou d'escapades récentes pour faire du bien. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être sympathiques et dont vos proches vont pouvoir se saisir ou même vous faire un dessin ou venir vous raconter des trucs ou juste être à vos côtés. C'est faciliter le quotidien et quelque part pour moi c'est aussi surtout quand on parle de couple le conjoint ou en tout cas la personne principale qui est le relais au quotidien de la personne malade, c'est une personne qui va aussi être très sollicitée, qui va vouloir être très présente, donc faire à manger, faire les courses, s'assurer que la maison est bien tenue, que les linges est bien fait, que les soins sont bien faits. C'est une personne qui va aussi avoir une charge mentale qui va être beaucoup plus importante. Et je pense que cette personne-là aussi, on peut lui proposer, à défaut de la personne malade, si vous n'avez pas forcément d'envie spéciale à formuler, c'est de dire, est-ce que par exemple, ce serait pas l'occasion de proposer de sortir à la personne qui est le relais principal pour que quelqu'un d'autre prenne le relais et que cette personne puisse aller se reposer ou puisse aller se balader ou puisse avoir un temps avec elle-même et non pas être juste en tant qu'aidant. Et de pouvoir effectivement aussi prendre soin de ces personnes qui sont très très présentes au quotidien. Et souvent le conjoint, la conjointe, par défaut, c'est la personne qui devient l'aidant principal, mais cette personne-là, elle a aussi besoin de pouvoir décharger ou en tout cas de pouvoir prendre soin d'elle aussi face à la maladie parce qu'il y a des cancers pour lesquels les traitements sont assez courts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur des traitements qui vont durer 6-7 mois, mais il y a d'autres traitements, il y a d'autres patients pour lesquels on va compter ça en années. Et quand on compte en années, c'est un poids qui est à la fois pour le patient et pour l'aidant principal. Et donc de pouvoir avoir ces relais et ce temps pour pouvoir aider le socle commun, je pense que c'est hyper important. Donc à nouveau, comme dit Fanny, le conseil de famille, c'est le truc le plus basique et le plus puissant parce qu'on en parle tous ensemble et on se dit les choses tous ensemble. Les groupes WhatsApp, c'est souvent ce qui est cité quand j'entends autour de moi encore des patients en parler. Il y a plein de manières de le faire. Il y a des mails aussi, il y a des boucles de mails. Hein, les tableaux partagés où chacun s'inscrit avec une liste de tâches. Ah tiens, moi je prends ça, moi je t'aide sur ça, des choses comme ça, c'est sympa. Mais ensemble, on peut trouver des solutions. C'est ce que Sonia dit, que effectivement il faut mettre en place, faut dire la vérité en fait et demander de l'aide. Et peut-être je rebondis rapidement sur Elisabeth qui dit « Mon problème, c'est que mon mari m'aide beaucoup et il est terrorisé à l'idée de me perdre et du coup, ça me culpabilise. » Je crois que c'est ça. La seule petite chose sur laquelle on pourra en reparler, mais en tout cas, le truc qui me fait
tiquer, c'est que Elisabeth, vous n'avez pas à culpabiliser. N'oubliez pas que vous n'êtes pas la responsable de votre maladie, c'est la maladie la responsable de votre état. Et donc, c'est pas Elisabeth qui doit culpabiliser, c'est le cancer. Mais voilà. Et donc ça, c'est hyper important de bien faire la part des choses. Vous n'y êtes pour rien. Si votre mari est terrorisé parce qu'il a peur de vous perdre, s'il a peur que vous soyez moins présente, s'il a peur que vous soyez malade, ce n'est pas votre faute, c'est la faute du cancer. C'est très différent. Oui, tout à fait. Et puis je pense que il y a encore beaucoup de stigmates et de sujets qui sont associés au cancer. On parle souvent de la mort, on a peur de beaucoup de choses, de marques physiques, de beaucoup de choses. Mais déjà, c'est revenir à l'instant présent. Vous êtes encore là, vous êtes encore en vie, vous êtes encore ensemble. Et c'est profiter de ces instants-là que vous avez ensemble. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, je pense que ces projections, à part vous culpabilisez, vous pesez, et puis lui, le tracasser... est-ce que c'est pas trouver des moments ensemble de qualité, d'activités qui vous font du bien, même juste de vous balader ou juste d'être, je sais pas, assis dans votre jardin à prendre un thé le soir. Enfin, tous ces petits moments du quotidien qu'on prend souvent pour acquis quand on n'est pas malade et qui, dès qu'on tombe malade, la vie a un goût différent. Et peut-être qu'effectivement, c'est revenir à ces instants-là et à se redire peut-être que, enfin, pour moi, je trouve que quand il dit ça, c'est aussi une manière de vous dire qu'il vous aime très fort et que concevoir la vie sans vous, c'est pas possible. Et donc, dans ce cas-là, profitons des instants qu'on a aujourd'hui ensemble maintenant. C'est ça qui est important. Le passé, c'est derrière nous. Le futur, c'est devant nous, mais c'est pas encore écrit. Et donc, se concentrer sur aujourd'hui, c'est important. Et encore une fois, et comme le dit très justement Fanny, cette maladie, on l'a pas choisie, on l'a subie. Et donc, la culpabilité, elle n'a pas de place ici. Alors, il y a Monique qui nous dit quand on est seul et âgé, c'est dur aussi. Ça, on l'imagine bien. Mais est-ce que vous avez quand même des amis autour de vous? Est-ce que vous avez des voisines, des voisins avec qui vous êtes proches? Est-ce que vous avez des enfants, des petits-enfants? Peut-être que là, avec juste la phrase que vous mettez dans le chat, on peut pas bien imaginer votre quotidien. Peut-être que vous êtes veuve, peut-être que vous êtes... voilà, il y a plein de cas de figure possibles, mais peut-être que vous avez quand même des gens autour de vous qui pourraient effectivement être présents à vos côtés et qui vous permettraient d'avoir effectivement un quotidien qui est moins solitaire. Parce que c'est effectivement souvent... Des associations aussi, éventuellement, des choses comme ça. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre centre de soins. Et puis, quand on est seul, c'est aussi d'essayer, malgré tout, moi je dis toujours qu'il faut continuer de vivre tant qu'on est en vie. Et il faut pas que la vie, il faut pas que la vie psychique s'arrête avant la vie physique. C'est compliqué cette notion et je sais bien que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais le psychique et le physique, ils doivent être connectés. Et quand on est malade, peut-être on va mourir dans 6 mois, dans 1 an, mais peut-être dans 5 ou dans 10 ans. Et donc, il ne faut pas que la vie psychique, elle s'arrête avant. Et donc, la vie psychique, même quand on est seul, c'est de se lever le matin et de se dire, qu'est-ce qui me fait plaisir? Profiter de croquer une cerise, profiter d'une douche chaude, se mettre un morceau de musique que l'on aime, se faire vraiment une petite liste de qu'est-ce qui me garde en vie psychiquement. Alors, quand je suis entourée, c'est chouette, mais même toute seule, qu'est-ce que j'aime? On aime peut-être lire, vous aimez peut-être l'art, regarder une belle chose, un beau paysage, des anciennes photos. Il y a plein de belles choses en fait dans la vie si on lève un petit peu le nez. Et ça, il faut vraiment s'en nourrir parce que ça nourrit justement le psychisme. C'est hyper difficile, je sais bien. Mais finalement, la maladie, elle nous permet, elle nous aide, enfin, elle nous oblige d'une certaine façon et aussi elle nous aide à nous ancrer dans l'instant présent et à retirer des petits bonheurs du quotidien. On appelle ça l'élan de vie. Et l'élan de vie, il est physique, mais il doit aussi être psychique. Et ça, je sais que c'est de la gymnastique un peu mentale de tous les instants. Mais croyez-moi, Monique, c'est important de le faire parce qu'au fur et à mesure, finalement, il y a un espèce d'effet d'osmose, de contagiosité positive, ce qui fait que ça rentre en soi quand même. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que identifier ce qui vous fait du bien à vous
Ce qui vous permet de vous évader aussi, parce que la maladie souvent nous bloque à un endroit, rester à la maison, aller à l'hôpital, ces allers-retours très réguliers. Et l'escapade même juste de l'esprit peut être aussi très riche. Et donc on a, comme Fanny disait, l'art c'est une manière magique de pouvoir s'évader, que ce soit la lecture, que ce soit regarder des tableaux. Aujourd'hui on a par internet, on a accès même à des visites de musées virtuels, regarder des films, écouter des podcasts, sont autant de manières de pouvoir s'évader et de prendre conscience d'autres réalités. Après, comme disait Fanny, il y a aussi les associations. Que ce soit les associations de quartier, les associations de votre ville, les associations qui sont recommandées par votre centre de soins. On cite souvent la Ligue contre le cancer, qui a des comités à travers la France entière et dans les dom-toms. C'est aussi des lieux dans lesquels, effectivement, vous avez des personnes qui sont averties de votre situation et qui pourront vous proposer des solutions, des groupes de parole, des rencontres, différentes choses. Donc, le relais et le tissu associatif est aussi très riche. Et puis, j'imagine que dans votre ville, il y a une médiathèque. Dans cette médiathèque ou dans cette bibliothèque, vous pouvez louer des livres, vous pouvez aussi être en rencontre de personnes. On a souvent des clubs de lecture qui s'y créent. Et je pense que l'interaction humaine, l'interaction au quotidien, elle peut aussi se faire à ce niveau-là. Encore une fois, tout dépend de vos centres d'intérêt, tout ce qui vous fait du bien. Et je pense que voilà, ça peut être aussi l'occasion d'échanges surprenants et qui vous feront du bien aussi, même avec votre facteur. En fait, on est entouré de tellement de gens au quotidien que même ces interactions les plus simples avec le boulanger, avec XY, ça peut être aussi des rencontres qui sont très riches et qui font beaucoup de bien. Donc, en tout cas, on pense bien à vous. Et puis merci pour votre partage. Alors, je vois qu'il y a quelques messages qui sont dans le chat depuis. Oui, il y a Pierre-André, en fait. Elisabeth, je lui disais que peut-être, si son mari était vraiment triste, peut-être il faut qu'il fasse une consultation avec un médecin généraliste, voire un psychiatre. Peut-être que justement, il est un peu atteint du burn-out des aidants, de l'angoisse que peut avoir un aidant, et peut-être qu'il faut qu'il travaille ce point-là. Ça me paraît important. Et puis ensuite, il y avait Pierre-André. Ah oui, Pierre-André nous dit, étant atteint d'un cancer, comment ma femme peut-elle faire face aux multitudes de demandes sans savoir comment je vais? C'est au point de vouloir éviter de faire le marché pour ne pas avoir à dire les mêmes choses. Je voudrais la préserver au maximum. Pierre-André, vous allez trouver que je radote totalement, mais moi je vous dirais bien, méthode DESC, votre femme, il faut qu'elle apprenne l'affirmation de soi. Pareil, ça part d'une bonne intention, c'est bienveillant, et en fait, on ne réalise pas qu'il y a finalement une queue leu. Bah voilà, Marie-Odile, elle dit que c'est la même chose. Et ben, je pense qu'en fait, il faut essayer de retourner le truc et de dire, je vous donnerai moi des nouvelles lorsque j'en aurai. Si je n'en donne pas, c'est qu'il n'y a rien de neuf. Et donc, moi, j'aurais plutôt tendance à utiliser ma petite méthode du DESC, description. Je suis ravie, Jocelyne, de te croiser au marché et que tu demandes des nouvelles de mon mari. Ça me touche beaucoup. Émotion ressentie, néanmoins, ça me fait vivre encore et encore ce sujet, alors qu'en fait, quand je suis au marché, j'ai envie de penser à ce que je vais cuisiner ce soir et pas forcément à la maladie de Pierre-André. Solution, je te propose que la prochaine fois, on parle plutôt d'autre chose. Moi, ça me fera du bien et je te promets que si jamais j'ai des nouvelles infos concernant la situation de Pierre-André, pour le coup, je te les dirai. Conséquence, moi, ça me fera du bien et ça me permet de sortir au marché en pensant un petit peu à autre chose. Salut Jocelyne et passe une bonne journée. Voilà, moi, je trouve que c'est pas mal. Bah ouais, je pense que c'est effectivement une manière simple et efficace de dire les choses. Comme disait Marie-Odile, elle a la même question, elle dit ça suit son cours. C'est une manière aussi de un peu botter en touche et puis voilà, enfin quelque part c'est voilà, ça suit son cours, c'est assez clair. Ouais, moi, je pense qu'il faut vraiment dire ça, dire écoute, s'il y a du nouveau, je te le dirai. Si je ne sais pas, vous réappropriez l'information en fait. Exactement. Et puis après, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, il y en a qui ont des chaînes de mail ou des chaînes de SMS ou des chaînes de WhatsApp dans un groupe WhatsApp dans lequel effectivement on va donner les nouvelles quand il y a une nouvelle chimio, quand il y a une nouvelle radiothérapie, quand il y a une chirurgie, pour mettre tout le monde au courant d'un coup et pour éviter d'avoir effectivement à renvoyer l'information individuelle à tout le monde. Chacun trouve son équilibre. Voilà, on vous propose différentes solutions. À vous de vous saisir de ce qui vous parlera le plus. En tout cas, effectivement, ça peut être très agaçant de devoir répéter 10 fois là où on en est et les derniers résultats de vos prises de sang ou de votre dernière chimio. N'oubliez pas que
bienveillant toujours. C'est bien ça le problème. C'est bien pour ça que on peut pas trop les envoyer balader, ces gens. Exactement. Donc voilà, trouvez la solution qui vous parle à vous. En tout cas, on espère que ces quelques éléments de réponse pourront vous aider. On avait une autre question qui nous était revenue. Comment trouver les mots justes pour annoncer la maladie à mes enfants? Comment appréhender leurs réactions en particulier s'ils ne réagissent pas de la même manière et si l'un d'eux refuse la discussion? Alors là, pour le coup, je vais prendre ma casquette un petit peu médicale et de psychiatre, pour vous dire que déjà, il faut dire la vérité à ses enfants, quel que soit leur âge. C'est vrai, c'est important, c'est assez essentiel. On le sait, les enfants sont des éponges, ils captent beaucoup de choses, et en plus, ils vont avoir tendance, quand ils comprennent pas ce qui se passe, à imaginer le pire. Pire que la réalité finalement. Donc, plutôt de les laisser dans un fantasme assez négatif, c'est important de leur dire, de la même façon que ce soit des enfants, des ados ou des jeunes adultes, c'est-à-dire il faut dire la vérité. En revanche, évidemment, ce qui est important, c'est de choisir les mots. On peut parler d'un cancer ou d'une tumeur maligne à un enfant de 15 ou de 16 ans. On va pas dire cancer ou tumeur maligne à un enfant de 7 ou 8 ans. On remplacera par une boule avec des cellules pas très sympas dans mon corps au niveau du sein, par exemple. Voilà, on adapte le vocabulaire à l'âge de l'enfant. Mais le fond reste le même, il faut lui dire. Et puis, il faut essayer, et c'est hyper important, faut répéter son texte presque, de bien faire attention aux mots qui sont employés, parce qu'il ne faut pas faire de fausses promesses, ça c'est important. Par exemple, on va avoir tendance à dire à son enfant, mais je te promets, maman va guérir, je te promets, ça va aller. Ça part d'une bonne intention, mais croyez-moi, les enfants ont une mémoire d'éléphant. Si jamais à un moment donné la situation devenait à se compliquer, eh ben en fait ils peuvent vous en vouloir. T'avais promis que tu guérirais, t'avais promis que ça irait. Et donc en ce cas, mieux vaut dire je te promets que je fais tout ce qu'il faut pour me soigner, ou je te promets que les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour me donner le meilleur des traitements, plutôt que de dire je te promets ça va aller et je vais guérir. Ça, c'est vraiment important de ne pas faire de fausses promesses. Donc, il faut mettre des mots. Il ne faut pas faire de fausses promesses. Et en revanche, il faut rester dernier conseil, sur un futur assez proche. Ne vous engagez pas sur du long terme. Ce qui est bien, c'est de saucissonner un peu les informations, surtout pour les enfants et les encore jeunes ados, de leur dire, bah voilà, du coup, voilà ce qui va se passer. Cette semaine, je vais aller à l'hôpital et je vais me faire opérer. Et puis, je vous dirai la semaine prochaine ce qui se passera la semaine prochaine. Bah, la semaine prochaine, je commence tel traitement. Ce traitement, il va me donner des nausées, me donner mal au ventre ou me mettre raplapla. Et puis après, je vous dirai la semaine suivante. Essayez de pas trop... Les enfants, ils ont tendance à anticiper l'avenir et de se projeter d'une façon un peu négative. Donc, il faut essayer de saucissonner et les laisser dans un futur proche. N'annulez rien avec eux, mais peut-être transformer. On peut passer de la semaine de vacances à la journée à Euro Disney, par exemple. Essayez de ne pas annuler si c'est possible, mais soit vous n'allez pas, si vraiment vous ne pouvez pas, et puis vous les laissez partir quelques jours sans vous, ou soit vous transformez par un truc chouette. Mais c'est important de garder certaines routines et certaines activités. Les enfants, ils sont assez autocentrés, et c'est normal, c'est le principe de l'enfance. Donc, ils ont aussi besoin d'avoir leur petits repères. Et pour terminer, quand les enfants ne réagissent pas de la même façon, eh bien, c'est pas grave, c'est même plutôt normal. On ne peut pas demander à deux enfants qui sont donc par essence différents de réagir de la même façon. Il y a des enfants qui vont vouloir beaucoup parler, et puis il y en a d'autres qui vont faire comme si de rien n'était, et puis il y en a d'autres qui vont être en colère, et puis il y en a d'autres qui vont aller s'enfermer dans leur chambre et qui voudront plus jamais entendre parler du sujet. Moi, je dis toujours qu'avec des enfants ou des ados, il faut vraiment se repérer à la base. Et la base, c'est quoi? C'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est leur morale, c'est leurs activités sociales et c'est leur performance scolaire. Si vous voyez que ces 5 éléments, finalement, de la vie d'un enfant ou d'un ado n'ont pas l'air d'être affectés,
alors c'est OK, ça roule et ne les forcez pas à avoir le comportement que vous attendriez qu'ils aient. Vous avez peut-être envie de parler avec votre enfant, il va aller se mettre dans la chambre, ça va vous agacer. Et alors, en fait, c'est un comportement qui est normal et c'est le sien. Vous avez envie de discuter avec votre enfant, mais lui, il va avoir qu'une envie, c'est savoir s'il va toujours à son tournoi de tennis la semaine prochaine. Et vous allez trouver ça un peu égoïste. Mais c'est pas grave, c'est son comportement. Vous regardez ces 5 piliers-là, l'alimentation, le sommeil, le moral, les activités sociales et l'école. Et si tout ça c'est OK, c'est que l'enfant il est OK. Ouais, je pense que tu abordes plein de choses très justes, Fanny. Je pense qu'effectivement, on a chacun un temps de processus de l'information. Je trouve qu'effectivement, dire les choses vraies, c'est la base. Alors effectivement, comme dit Fanny, en adaptant les mots selon l'âge de l'enfant en face de soi. Et après, ça provoquera peut-être des conversations qui seront peut-être pas instantanées, qui seront peut-être quelques jours après, voire quelques semaines après, entre guillemets, le temps de digérer l'information pour l'enfant. Il y a des réactions qui peuvent être très surprenantes, de questions spontanées de est-ce que tu vas mourir, à des sujets plus tard qui arriveront de mais est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est parce que j'ai fait ci, est-ce que c'est parce que j'ai fait ça, de je suis triste. Et là-dessus, voilà, c'est que vous puissiez accueillir vous et votre conjoint ou conjointe, parce que voilà, la parentalité c'est aussi à deux, mais de pouvoir accueillir ces propos et de pouvoir effectivement rassurer, donner des réponses. Mais voilà. Fanny? Je pense à une dernière chose là du coup, par rapport aux enfants et aux ados. Je crois un des autres conseils, c'est de ne pas de leur dire quand vous savez pas. Parce que par exemple, tu dis est-ce que je vais mourir? Oui, question, alors on peut le dire oui comme tout le monde un jour, mais quand, je ne sais pas. Et est-ce que ta maladie c'est grave? Est-ce que tu vas en avoir dans le foie? Il y a combien de pourcents de chances que ton traitement fonctionne, etc. Quand vous ne savez pas, vous leur dites je ne sais pas. Dans la même idée de ne pas mentir aux enfants, dites pas ça va fonctionner, dites simplement je ne sais pas. Et aussi, surtout, faites quand même attention à tout ce qui est recherche internet chez les ados qui vont avoir tendance à s'y plonger. Demandez-leur de se faire confiance et d'essayer de ne pas faire des recherches internet tout seul. Parce que eux, pour le coup, ils vont pas connaître les sites médicaux de référence. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important en 2024. C'est de les protéger des réseaux sociaux et des recherches Google, de docteur Google, et de leur dire, voilà, il y a des sites qui sont bien et des sites qui sont pas bons. Donc, fais-moi la promesse que quand on a des recherches à effectuer, c'est OK pour moi, mais je vais te mettre sur les bons sites et on va regarder ensemble et aux bons endroits. Ne fais pas tout seul n'importe quoi parce que tu vas tomber sur des fausses informations. Et puis, quand vous ne savez pas, vous lui dites que vous allez revenir vers lui, que vous vous renseignerez auprès de votre équipe de soins et que vous lui donnerez les réponses. Exactement. On a Magali. Comment? Magali, je crois. Oui, on a Magali qui nous écrit dans le chat. Pour moi, ce qui est compliqué, c'est avec mon frère. Il est hémiplégique, épileptique et très anxieux. Et en même temps, il a fait des progrès depuis l'annonce de mon cancer il y a 3 ans. Je sais pas, c'est difficile de répondre à la question de Magali parce que je comprends pas totalement ce qui est compliqué. Enfin, ce qui est compliqué, si je le comprends, un frère qui est également très malade, mais je ne sais pas si ce qui est compliqué, c'est la communication, c'est la place de la maladie dans la vie de Magali et dans la vie de son frère. Est-ce que le moral de son frère est du coup totalement en berne? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Et c'est évidemment difficile d'avoir deux personnes d'une même famille et de la fratrie malades ensemble, difficile par les parents si vous avez encore les parents, pour le reste de la fratrie, pour du coup les enfants, les neveux, les nièces, etc. Donc j'ai du mal à répondre à la question de Magali dans son entièreté, mais là aussi je privilégierais les temps d'échange de qualité avec lui et vraiment une communication pour le coup sans tabou quoi. Ouais, se dire les choses simplement et puis à nouveau rester dans l'instant présent et profiter des moments de qualité ensemble. Voilà, encore une fois, on ne sait pas de quoi demain sera fait et donc autant privilégier les temps qu'on a ensemble du mieux possible.
En écho avec des échanges précédents, là, il y a beaucoup de réactions dans le chat et ça fait très Il y a plein de plaisir. petits conseils super bien. Ouais, il y a plein de retours, c'est très riche. Euh, Fanny, quel conseil à donner pour des couples dans lesquels le conjoint ou la conjointe reste silencieux et n'ose pas du tout aborder le sujet, comment faire face au silence de son conjoint ou de sa conjointe vis-à-vis de la maladie? Je crois c'est surprenant, enfin surprenant, non pas tant que ça, justement, au contraire, c'est pas surprenant. On a déjà eu cette question, je crois, ou quasiment là, une question identique lors d'un précédent rendez-vous, ce qui montre que, et ça peut peut-être rassurer la personne qui pose la question, ça n'est pas si rare. Peut-être un peu comme pour les enfants, c'est vrai que ça peut générer beaucoup de frustration. Mais, et puis bon, visiblement, c'est le conjoint, donc un homme, sans vouloir du tout être misandre ni quoi que ce soit, bah, les hommes, ils ont tendance, et c'est comme ça, ils sont connus pour avoir peut-être plus de mal à dire leurs émotions. Donc peut-être pour un conjoint, c'est plus difficile que pour l'inverse. Et je crois que c'est compliqué pour la personne malade, mais elle doit respecter malgré tout euh, ce choix, qui est quand même un choix, qui est une décision. Peut-être qu'il fait ça parce que il est dans une forme de déni qui le protège. Peut-être qu'il fait ça pour vous protéger vous en face de la personne malade et de continuer de faire comme si tout allait bien. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je dirais, ça me gêne. Tu parles pas du tout de la maladie, tu restes totalement silencieux, tu ne parles pas de mes symptômes, etc. Et moi, j'en souffre. Et voilà ce que moi je ressens par rapport à ton silence. Mais une fois que vous avez posé les mots, et une fois que vous avez expliqué vos émotions, vos ressentis, ce que ça peut faire bouger chez vous, eh bien, la balle est dans son camp et ça sera son choix. Et si jamais son choix à lui, c'est de ne pas en parler, eh bien, alors il faut vous tourner vers d'autres interlocuteurs avec qui vous pouvez en discuter d'une façon plus saine. Parce que ce qu'il y a, c'est que si vous l'obligez à parler, de toute façon, ça ne sera pas une discussion saine. Donc, en fait, ça fonctionnera pas. Il y aura une espèce de communication forcée qui pourrait aboutir, au pire, à de la dispute, en fait. Donc, en ce cas, mieux vaut essayer d'en parler avec un autre proche. Et puis, bah, le mari, il aura une autre casquette que celle-ci. Ouais, tout à fait. Bah, c'est d'arriver à trouver euh, une personne ressource autour de vous. Ça peut être le conjoint, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais effectivement, que vous puissiez vous libérer de ce que vous ressentez et laisser libre à l'autre, effectivement, l'espace et les temps pour lui ou elle de se confier ou non sur ce qu'il traverse. Et puis après, c'est pas forcément en conversation, ça peut être par écrit, ça peut être, voilà, comme dit Fanny, certaines personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, peuvent être en difficulté quand il s'agit de mettre des mots sur les émotions, sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur et notamment quand on parle de maladie où il y a un risque des fois vital, de pouvoir effectivement mettre des mots là-dessus, ça peut être très anxiogène, ça peut être très angoissant. Et donc, bah, est-ce que c'est la parole, est-ce que c'est l'écrit, est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est une manière X ou Y de pouvoir être présent pour l'autre? Il y a plein de manières différentes et effectivement, il faut trouver ce qui est juste pour soi, ce qui est juste pour l'autre. Et si c'est pas votre conjoint ou votre conjointe à qui vous pourrez vous confier sur le vécu de la maladie et vos effets secondaires, bah dans ce cas-là, c'est voir avec quelqu'un d'autre, avec une amie, avec une sœur, un frère, un parent, qui saura effectivement être le confident de ces moments-là. On n'en parle pas parce qu'elle est là, mais on peut aussi avoir le thérapeute, le psychiatre, le psychologue, la personne à l'hôpital ou même l'infirmière qui passe dans votre chambre avec qui vous vous sentez à l'aise. Bah, si à ce moment-là, c'est cette personne-là, bah, de pouvoir se confier aussi à ces personnes-là, c'est tout à fait possible. C'est même des gens qui sont... je sais que moi-même, étant passée par là, j'ai eu des conversations parfois magnifiques avec des soignants qui... c'était juste le bon moment, c'était le bon espace, c'était là où j'en avais besoin. Et c'est précieux. Donc, c'est pas forcément, encore une fois, le conjoint ou la conjointe, c'est déjà énormément de charge mentale et de responsabilité au quotidien.
surtout si on a en plus des enfants, si on a d'autres choses à gérer à la maison. Et c'est peut-être pas la personne qui a le plus de disponibilité émotionnelle ou disponibilité intellectuelle pour pouvoir entendre encore tout ça. Et donc là, c'est effectivement d'arriver à trouver une ou plusieurs personnes autour de soi qui peuvent effectivement se faire les confidents d'un jour ou de plusieurs jours, selon les besoins que vous ressentez. L'important, c'est effectivement de parler, de pouvoir trouver ces personnes autour de soi. À nouveau, il y a plein de messages dans le chat. Je vois notamment là le... Tu vois, c'est ce que nous dit Sonia, qu'effectivement, discuter aussi avec un psychologue, en ce cas, il y a des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aborder. Le conjoint ou la conjointe ne sert pas non plus de dévidoir à tout, quoi, ou de déversoir. Et donc, parfois, il faut échanger avec d'autres personnes. C'est ce que Sonia a fait. Et je pense que c'est une bonne idée. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'ai pas vu d'autres questions et j'ai fait le tour des sujets qui avaient été remontés. Donc, on n'a pas parlé peut-être en quelques minutes, mais peut-être ça vous intéresse pas. Et en ce cas, je suis désolée d'avance. Et peut-être parce que c'est pas la situation des personnes avec qui on en parle, mais juste aborder le sujet de la rémission. Et moi, je trouve quand même du changement de paradigme de quand on est malade. Je n'ai pas été, hein, donc je parle plutôt par rapport à toutes les personnes que j'ai vues, et de ce changement ou de cette reconnexion à ses valeurs de vie, etc. Et j'ai quand même un peu l'impression qu'une fois qu'on a été malade, il y a en effet une vie avant et une vie après, et que pour les personnes qui n'ont pas été malades, eh ben, il peut y avoir une espèce d'incompréhension qui se crée. On va avoir un peu changé de point de vue sur la vie. Il y a plein de choses qui vont devenir du bruit de fond de la vie. Et en fait, d'ailleurs, et c'est génial, et c'est une vraie force. Une fois qu'on a vécu, d'ailleurs comme un événement très difficile dans sa vie, au-delà de la maladie, une fois qu'on a vécu ce type d'événement, eh ben, il y a un truc d'un peu, oui, mais toi, tu peux pas comprendre, tu l'as pas vécu. Et parfois, ça peut être quelque chose qui va rapprocher, mais parfois, ça peut aussi être un fossé qui se creuse. Pendant le cancer ou après le cancer, eh ben, on se transforme, on donne plus de valeur à certains sujets, ou au contraire, il y a des choses, comme je le disais, qui deviennent les bruits de fond. On se dispute moins parce qu'on est un peu plus je m'en foutiste sur les petits problèmes du quotidien. On a envie de se reconnecter à la nature ou de voyager. On est moins dans la consommation. Je dis n'importe quoi. On a envie de partir vivre à la campagne. On a envie finalement, alors qu'on était carriériste, d'arrêter de travailler plus tôt, etc., etc., de profiter. Et eh bien, les autres, nos proches, ils vont pas trop comprendre. Ils vont se dire, oh, mais moi, en fait, ça y est, c'est fini. Je veux retrouver la personne comme elle était avant, comme si on avait fait pause et puis qu'il fallait repartir dans la vie d'avant. Et c'est pas facile, je trouve, de discuter de ça avec ses proches et de leur faire comprendre. Et peut-être que c'est un travail à faire dès à présent, de leur dire que psychologiquement, il y a quand même un vrai remaniement psychologique qui se fait quand on est malade, et qu'on réalise aussi plein de choses, et que ça nous transforme pour toute la vie. Et qu'il y a les cicatrices physiques, mais qu'il y a aussi des bonnes cicatrices psychologiques, et qu'encore une fois, eh ben, soit les proches, ils peuvent réussir un peu à capter ce truc de être dans l'instant présent, savourer les petits plaisirs de la vie, se reconnecter à sa vie psychique. Et en ce cas, ça va plutôt rapprocher. Et il faut peut-être être attentif dès maintenant à ce que ça n'éloigne pas. Parce que c'est vrai que l'état d'esprit change quand on a été très malade. Et c'est pas grave, et c'est normal, et c'est même plutôt bien en fait. Mais comment emporter les autres avec soi, sans se braquer, sans dire ah ouais, mais toi tu peux pas savoir, t'es pas passé par là. C'est pas évident. Et je pense que plus tôt on en parle, et mieux c'est. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est assez juste et que quelque part, la maladie, quand elle survient, elle ramène aux essentiels, elle ramène aux choses vraiment les plus basiques. Et effectivement, on ressort pas indemne de tout ça, que ce soit une prise de conscience directe une fois en rémission, que ce soit 3, 5, 10 ans après. On se rend compte effectivement à un moment quelque chose a switché, quelque chose a changé.
Et c'est OK parce qu'effectivement, ça fait partie de nous, ça fait partie d'une des expériences qu'on a traversées dans notre vie. Euh, et effectivement, qui peuvent nous changer plus ou moins. Je pense que là encore, ce qui est important, c'est d'arriver à en parler, d'arriver à mettre des mots dessus, d'arriver à essayer de partager aussi ces petites choses. Effectivement, avant, bah, un peu comme tout bon français qu'on est, on allait râler sur la météo, le plat dégueulasse qu'on a mangé hier soir, ou le boss qui nous fait chier. Et que demain, bah, une fois en rémission, bah, tous ces petits tracas, à la limite, on se met au-dessus de l'épaule et puis c'est plutôt bah non mais aujourd'hui j'ai vu ma plante elle a fait une nouvelle feuille, il a neigé hier, j'ai adoré le temps qu'on a passé hier à cuisiner ensemble. On va voir un peu la vie, enfin moi c'est des exemples comme ça que je mets sur les mots que Fanny vient de prononcer, mais on a un regard qui change. On a peut-être aussi des essentiels qui vont fluctuer, qui vont changer. On était carriériste, on va devenir plus à avoir envie de travailler pour vivre et non pas vivre pour travailler. Il y a des choses qui vont bouger comme ça et effectivement, ça peut être un peu difficile des fois, parfois, à l'entourage de bien percevoir ces changements. Et puis cette étape aussi à la fin des traitements de passer en rémission où bien souvent, bah, les gens autour de nous vont entendre rémission égale guérison égale tout va bien. Et donc, on va s'attendre à ce qu'on redevienne la personne qu'on était avant les traitements. Or, quand on est passé par ce qu'on vit là, toutes et tous, on sait pertinemment que c'est pas le cas. Et c'est là aussi un exercice d'arriver à poser des mots et arriver à exprimer que, bah, en fait, je suis plus la personne 100%, je suis plus la personne que j'étais avant. J'ai grandi de ce que j'ai traversé, mais je vais te permettre de découvrir la personne que je suis aujourd'hui avec tout ce qui a pu bouger, tout ce qui vient me nourrir aujourd'hui. Et encore une fois, ça fait partie de conversations à avoir et de manière de pouvoir transmettre toutes ces perceptions qui ont pu bouger, qui ont pu évoluer. Mais comme dans n'importe quel autre changement de vie, quelque part, quand on déménage ou quand on vit une rupture amoureuse ou quand on perd un travail, c'est aussi des changements de vie qui viennent impacter ce qu'on est et ce qu'on était et ce qu'on sera. Et donc là encore, voilà, la chose la plus basique et que Fanny et moi n'arrêtons pas de répéter, c'est on est dans l'instant présent et c'est pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Et que les autres puissent aussi percevoir ce qui se passe. Et à nouveau, il y a plein de choses qui se passent dans le chat. Sonia nous dit, j'ai juste envie actuellement de faire ce que je veux avec ma famille toute seule. Je me suis mis des objectifs, je vois des choses que je ne voyais pas avant et ma famille m'accompagne de ce changement. Ça, c'est génial. Et on est trop contente pour vous, Sonia. Ça fait plaisir à lire. Pierre-André nous dit, on revient en effet à l'essentiel. J'ai eu droit à ce changement ayant eu un cancer il y a 26 ans, à 40 ans. Effectivement, voilà, on revient à l'essentiel, on revient à ce qui est important pour soi, et c'est bien là le principal de ce que la vie nous invite à vivre. Je vois qu'il est 18h58. Moi, j'ai été enchantée de ce moment passé ensemble. Fanny, est-ce que tu as des éléments pour conclure cet échange? Je pense, c'est un sujet tellement vaste que je suis vraiment convaincue qu'on n'a pas tout dit parce que ça va on n'a pas parlé, par exemple, de comment parler de la maladie avec ses parents parce qu'avec la vie qui s'allonge, et ben notre vieux papa ou notre vieille maman de 90 ans, quand on a 50 ou 60 ans et qu'on a un cancer, est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'on lui dit pas, est-ce qu'on va l'inquiéter? En fait, sauf si elle est en très mauvaise santé physique, oui, il vaut mieux leur dire parce que vous seriez vexés si vos enfants vous disaient pas qu'ils étaient malades. Voilà, donc on n'a pas parlé des parents, on n'a pas parlé du travail aussi. Les gens au travail, ça peut devenir des proches. Donc c'est vraiment un sujet hyper riche, hyper dense. Vous retrouverez pas mal d'articles dans l'application Résilience sur le sujet. Il me semble avoir fait des podcasts aussi sur la santé mentale, sur le sujet des proches et dans certains programmes que vous allez trouver plus tard sur l'application, il y a également les proches, les aidants, la famille. Mais je crois que sur les podcasts, vous avez pas mal de conseils. Je vous invite à les écouter et j'ai été surtout ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Et dans le chat, il y avait plein de bons conseils que je vais reprendre moi-même pour mes futurs podcasts du coup. Ouais, effectivement, c'est vous écouter ce qui est juste pour vous, pouvoir trouver les mots pour en parler autour de vous, parce que personne n'a la science infuse et on ne peut pas encore lire ce qui se passe dans les esprits des autres. Et donc dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin, c'est déjà un premier pas vers l'autre.
pour qu'ils s'en saisissent et que vous puissiez construire effectivement une relation qui puisse effectivement avancer dans le temps. Il y a tellement de sujets, c'est très très vaste, on a déjà couvert beaucoup de choses. On espère en tout cas que ça a pu répondre à certaines de vos interrogations, que ça a pu apporter de l'eau à votre moulin, comme on dit. Pierre-André qui demande. Oui, il y a Pierre-André qui demande, recevons-nous un mail avec le lien pour rejouer cette vidéo. Effectivement, vous avez assisté ce soir, donc vous recevrez le lien du replay. Les personnes qui étaient inscrites, qui n'ont pas assisté, recevront également le lien. Vous les retrouvez également dans l'application Résilience, dans la partie découvrir d'autres vécus. En bas de la bibliothèque, on a effectivement tous les rendez-vous Résilience qui se retrouvent également dans l'application mobile. Donc, toutes ces ressources, vous les retrouverez dans l'application. Un petit mot pour vous dire que le prochain rendez-vous Résilience, comme ce soir, aura lieu le 20 août prochain et ce sera un groupe de parole, donc il ne sera pas enregistré. Vous recevrez le lien d'inscription à cet événement dans les jours à venir si vous souhaitez vous y inscrire. Et comme précédemment, les groupes de parole, il n'y a pas de sujet préétabli, il n'y a pas de tabou. On est là, Fanny et moi, pour modérer et accompagner les échanges, mais c'est vous qui êtes, vous, patientes et patientes, qui êtes maîtres de cet échange-là. On a eu des retours toujours très enjoués et très positifs sur ces temps d'échange de groupes de parole. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et nous avons effectivement vous envoyer les petites questions de sondage pour collecter vos retours. Il sera également partagé dans l'email post-événement. Voilà. Merci de tous les merci que je vois. On vous souhaite une belle fin de journée. Questionnaire et vous l'aurez aussi par mail. Ça sera trop bien pour nous. Comme ça nous permet de savoir aussi ce qu'on fait dans les prochains rendez-vous. Et les sujets que vous souhaitez qu'on aborde, puisque évidemment, on se base depuis le départ de ces rendez-vous sur vos retours, sur vos besoins, sur vos attentes pour pouvoir proposer des sujets qui vous concernent. Donc, n'hésitez pas à le compléter. À nouveau, il vous sera partagé également par mail. Et puis, on va vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée qu'on espère ensoleillée. Et à bientôt tout le monde. À bientôt.